tous et bienvenue à ce webinaire Alta Profit, organisé ce soir et consacré à l'immobilier et à la défiscalisation. Alors pour introduire immédiatement notre sujet, permettez-moi de vous présenter deux chiffres, si toutefois on peut passer au slide suivant s'il vous plaît. Deux chiffres qui ont été réalisés pour une étude Alta Profit en septembre 2020, qui nous indique que 10% des Français sont prêts à investir dans l'immobilier d'ici à la fin de l'année, dans les 3 mois. Pour la majorité d'entre eux, il s'agit de ménages qui vont souhaiter investir dans leur résidence principale ou dans leur résidence secondaire ou même des résidences locatives. Mais on constate qu'il y a également 2,1% de ces Français qui, eux, souhaitent investir dans l'immobilier pour de la défiscalisation. C'est donc pour répondre aux besoins de nos clients et de ce type d'investisseurs que nous avons souhaité ce soir présenter une solution et au-delà vous en présenter les principes de fonctionnement. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir sur l'immobilier en tant que classe d'actifs et la resituer dans ce qu'est une stratégie patrimoniale. Une stratégie patrimoniale, comme chacun sait, bien menée, se veut être diversifiée. Et c'est dans ce contexte que de la même manière qu'on pourrait se positionner sur le marché action, le marché obligataire, pour ne pas dire monétaire, il est intéressant de considérer l'immobilier. L'immobilier qui offre en ça des caractéristiques, des vertus différentes d'autres classes d'actifs. La vertu principale est son manque de volatilité. L'investissement immobilier se tient dans le temps, permet un rendement à long terme qui peut être modéré et significatif selon la conjoncture, mais en tout état de cause, il intervient sur du long terme, à l'instar du marché action, où on peut avoir des rendements plus forts sur du court terme, mais évidemment en étant plus risqué. J'ajoute que l'immobilier est souvent considéré par les Français, tout comme l'or, comme une valeur refuge dans laquelle on aime bien investir par temps de crise. Pour poursuivre, l'immobilier a d'autres vertus. Il permet aux investisseurs, selon les situations, de percevoir des revenus immédiats, mais il permet aussi de différer la perception de ces revenus dans le temps, même de réaliser des plus-values liées à l'investissement. Il est donc parfaitement adapté à l'ensemble des besoins patrimoniaux d'une famille, qu'il s'agisse de se constituer ou de valoriser un patrimoine, de transmettre à ses enfants, de préparer un revenu complémentaire, par exemple dans le cadre de la retraite ou tout simplement de diversifier ses actifs. L'immobilier peut être l'une des réponses que nous pouvons apporter à nos clients. Alors ce soir, l'immobilier nous intéresse particulièrement sous le couvert de la défiscalisation. Il s'agit ici d'investir pour payer moins d'impôts. Différents dispositifs immobiliers existent déjà. Ils sont tous encadrés par l'État et ils permettent des principes d'optimisation fiscale. Alors ils ont évidemment un intérêt puisque pour des contribuables fortement imposés ou déjà bénéficiaires de revenus fonciers, eh bien, ils peuvent opter pour ces techniques d'optimisation fiscale et ça leur permettra de réduire leur base imposable ou leur niveau d'impôt, tout en espérant bien sûr gagner une plus-value au moment de la revente. Alors dans ce cadre, nous vous proposons ce soir d'investir et de défiscaliser tout en soutenant l'habitat ancien, la rénovation de logements anciens. Et c'est pour ça que nous prenons l'exemple ce soir des monuments historiques. Là encore, c'est un mécanisme qui est proposé par l'État. J'ajoute que l'intérêt se situe également dans le fait que le régime fiscal lié aux revenus fonciers n'est pas très avantageux. Il est aujourd'hui directement imposable au taux marginal de l'impôt sur le revenu, naturellement après déduction des charges ou des déductions admises fiscalement, mais les revenus fonciers sont par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux. Donc il y a là tout un contexte qui fait que les investisseurs peuvent être intéressés par des mécanismes de déficit foncier. C'est dans un instant précisément ce que Patrice va nous présenter avec des exemples extrêmement précis. Le principe de ce déficit foncier permet d'engager des charges fiscalement déductibles liées aux biens faisant l'objet de l'acquisition, permet d'engager des dépenses qui viennent en déduction de l'intégralité des revenus fonciers. Le recours à un emprunt peut être aussi une source d'optimisation fiscale puisque les intérêts de l'emprunt qui seraient
utilisé pour financer ces travaux est parfaitement déductible lui aussi et permet donc de réduire l'assiette fiscale. Donc voilà, tout un mécanisme d'investissement et de réduction fiscale pour diminuer le montant de l'impôt. C'est ça l'enjeu ce soir. Alors il est dans l'ADN d'Alta Profit que d'accompagner ses clients sur un large choix parmi les différentes classes d'actifs. Nous le faisons en respectant des standards que nous voulons de haute qualité et pour ce faire, nous nous entourons de partenaires que nous estimons, des professionnels qui sont reconnus à la fois pour leur expérience et leur expertise. Je suis donc parfaitement heureux de partager avec vous ce soir l'expérience de Patrice, à qui je cède la parole. Il fait partie du groupe Altarea Cogedim et il va nous présenter cela maintenant. Merci, Patrice. Merci, Romain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames, Messieurs, ravi d'être parmi vous et de vous présenter un peu plus en avant Histoire et patrimoine, Altarea Cogedim et deux moyens d'investissement qui vont être le déficit foncier et le monument historique. Alors, pour rappeler, Histoire et patrimoine est la filiale de rénovation du groupe Altarea Cogedim, qui lui-même est un groupe qui est présent sur l'ensemble des métiers de l'immobilier, beaucoup de commerces, de bureaux, des logements, c'est ce dont on va parler, et des projets urbains mixtes. Il est parfois de grands projets sur lesquels il y a le rassemblement de tout ce que je viens de vous dire, auquel on peut rajouter parfois des cliniques, des commissariats, des écoles, etc. Altarea Cogedim, c'est le premier développeur immobilier des territoires. On travaille beaucoup avec les villes et les régions. Et c'est le deuxième promoteur résidentiel français. Les principaux chiffres clés, environ 3 milliards de capitalisation boursière, un peu plus de 2000 salariés aujourd'hui. Et pour l'exemple de l'an dernier, 675 projets qui représentaient 4,5 millions de mètres carrés, tous produits confondus. Voilà pour la présentation du groupe au travers des marques, bien entendu, que vous allez retrouver systématiquement. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le slide suivant. On va parler effectivement déficit foncier, monument historique. Alors, comment se réalise un tel investissement pour un investisseur? Dans un premier temps, l'investisseur va acheter un appartement, un produit, ce qu'on appelle un appartement en l'état. Dans un deuxième temps, il va réaliser des travaux de restauration et de rénovation du dit appartement, bien encadrés par certains architectes, monuments historiques, bâtiments de France. Et enfin, son bien va être destiné à la location, en général l'habitation principale de son locataire. Les principes de déduction. On a vu comment l'opération se déroulait. Alors maintenant, qu'est-ce que ça entraîne pour l'investisseur? Eh bien, dans les deux cas, l'investisseur pourra déduire sans aucun plafonnement tous les travaux et tous les intérêts de prêt entre 2020, 2021, 2022, 2023. De quoi? Eh bien, prenons l'exemple de gauche. Si vous êtes titulaire de bénéfices fonciers taxables, vous savez que dans ce cadre-là, vous êtes imposé dans votre tranche d'imposition plus 17,2, ce qui fait que, en règle générale, vous pouvez être imposé jusqu'à 62% de vos revenus. Et ça, vous allez pouvoir l'augmenter également, donc éliminer l'intégralité de ce bénéfice foncier, et vous pourrez en plus, chaque année, répercuter 10 700 € hors intérêt de prêt sur vos autres revenus. Et dans ce cadre-là, si vous avez un déficit qui est constaté à la fin 2023, eh bien, sachez que ce déficit viendra en report sur vos revenus fonciers à venir. Ce qui voudra dire que vous ferez une économie d'impôt pendant la période de travaux et une économie d'impôt également pendant la période de location. Ça, c'est vous êtes titulaire de bénéfices fonciers. Vous n'êtes pas titulaire de bénéfices fonciers, par contre, vous êtes fortement fiscalisé dans les tranches à 41 ou 45%. Et bien, dans ce cadre-là, vous pourrez bénéficier de l'avantage et de l'investissement dit monument historique. Particularité, vous allez pouvoir déduire tous les travaux et intérêts de prêt, la même chose, de 2020 à 2023, de votre revenu global.
je dis bien de votre revenu global. La seule obligation que vous ayez dans ce cadre-là, c'est une détention du bien pendant 15 ans. Et il y a une toute petite particularité en plus pour le monument historique, c'est que vous pouvez, pourquoi pas, acheter pour occuper le dit bien. Auquel cas, vous ne déduirez pas 100% des travaux et intérêts de prêt, mais seulement 50% des dits travaux et intérêts de prêt. Et des charges à venir, bien entendu. Voilà présenté les principes en déficit foncier et monument historique. On va prendre un exemple au travers du déficit foncier, si vous le voulez bien. Alors, on a pris de manière arbitraire un couple marié de parts. Que donnerait cet investissement? Alors, on va supposer que le couple a 140 000 euros, ça aussi, on l'a repris aussi de manière arbitraire, 140 000 euros de revenus, dont 10 000 euros de bénéfices fonciers taxables. Et s'il est dans ce cadre-là, dans une tranche à 30%, plus 17,2 de charges sociales. C'est-à-dire que sur ces bénéfices fonciers des 10 000 euros, il va payer 47,2% d'impôts. On lui fait acquérir un appartement de 250 000 euros pour un prix de foncier en l'état de 100 000 et un budget de travaux de 150 000 qui va être réalisé sur les années 2020, 2021, 2022. Comment va se dérouler cette opération? Prenons l'exemple de 2020. En 2020, sur les 150 000 euros de travaux, on va lui faire apporter 60 000 euros du budget de travaux. Ces 60 000 euros viendront gommer les 10 000 euros de revenus de bénéfices fonciers qu'il a, ce qui lui générera une économie d'impôt de 4 720 euros. C'est les 47,2 des 10 000. Il va pouvoir impacter également 10 700 euros sur son revenu global, sur les autres revenus donc, et il sera taxé à 30% et il fera une économie d'impôt de 3 210 euros, ce qui fait que sur l'année 2020, il aura économisé 7 930 euros d'impôts. Je vous ai fait apporter 60 000 euros de travaux, vous n'en avez déduit que 20 700. Je vous rappelle qu'en déficit foncier, le déficit reportable que vous trouvez en bas, 39 300 euros, viendra en déduction de vos revenus fonciers des 10 années à venir. Vous pouvez constater qu'en 2021, on procédera de la même façon. Un appel de fonds de 60 000, une économie d'impôt globale qui est idem à 2020, 7 930, et un report déficitaire de 39 300 qui va se cumuler au premier et que vous pourrez reporter en déduction de votre bénéfice foncier à venir. En 2022, on a déjà appelé 120 000 euros de travaux, 2 fois 60. Sur les 150, il en reste 30, donc on va appeler les derniers 30 dans l'année 2022. Vous allez, de la même façon que les années précédentes, éliminer votre bénéfice foncier de 10 000 euros, reporter 10 700 euros sur vos revenus globaux hors intérêt de prêt, et vous allez donc faire une économie d'impôt de 9 300 euros, un report déficitaire, de 9 300 euros qui viendra s'ajouter aux 2 déficits reportables précédents. En économie d'impôt, vous avez, sur les 3 années, fait une économie d'impôt de 3 fois 7 930 euros. Et l'économie d'impôt ne s'arrête pas là, puisque je vous rappelle que vous avez forcément 87 900 euros de report déficitaire, c'est ce que vous voyez en rouge en 2022. Ces 87 900 euros vont générer une économie d'impôt sur vos revenus fonciers à venir de 41 490. C'est-à-dire que vous voyez sur un prix d'acquisition de 250 000 euros, la récupération d'économies d'impôt est globale, va faire en sorte que vous allez en fait réellement payer cet appartement 184 720 euros. Alors là, je n'ai pris que les travaux. Je vous rappelle que les intérêts de prêt que vous allez faire pour acquérir ce bien viendront aussi en déduction de vos revenus fonciers sans aucun problème pendant toute la durée des prêts. Et si à un moment vous n'avez pas de revenus, vous n'avez plus de revenus fonciers, eh bien, ça sera reportable sur vos autres revenus globaux. Voilà une explication assez sommaire du déficit foncier. Je vous rappelle là qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait arbitraire
Et il est bien entendu que dans les exemples que nous vous donnons aujourd'hui, il faut faire du sur-mesure, d'où notre intervention avec Alta Profit pour faire quelque chose de personnalisé à chaque investisseur. Voilà des exemples de déficit foncier. Nous avons au sein de Strasbourg l'hostel Saint-Odile, qui est en plein centre de Strasbourg. 29 appartements du 2 au 5 pièces, avec un environnement sur cours et jardins communs, parking en sous-sol et belle hauteur sous plafond. Vous avez un exemple de ce que donneront certaines restaurations d'appartements. Nous avons également, tout près de Rennes, à Passé, le château de la Touche-Milon, qui est un fleuron de la région. Ce château, donc, comporte, si vous allez me passer le slide suivant, s'il vous plaît. Vous allez avoir, donc, 17 appartements du 2 pièces au 3 pièces. Hein, et voilà des exemples de restauration dans ce château. On va attaquer maintenant le monument historique. Donc, tout à l'heure, on a parlé de gens qui avaient de bénéfices fonciers taxables, bien entendu. On va parler maintenant de gens qui n'ont pas de bénéfices fonciers taxables, mais qui ont beaucoup de revenus taxables dans les tranches à 41 et 45%. Prenons l'exemple d'un couple marié de part. Donc là, c'est encore plus simple que précédemment. On va supposer un couple marié qui a 190 000 € de revenus imposables. On lui fait acquérir un appartement de 350 000 €, dont 130 000 € de prix de foncier en l'état et 220 000 € de travaux qui vont être à réaliser sur les 3 ans, 2020, 2021, 2022. En 2020, donc, le revenu imposable de 190 000 va être amputé de 80 000 € de travaux. Il aura donc un nouveau revenu de 110 000 €. Idem en 2021, d'accord? Il n'y a qu'en 2022 où on passera le solde des 220 000, puisqu'on a déjà passé 2 fois 80, 160. Il nous reste 60 000 € de travaux à passer en 2022 et les investisseurs auront un nouveau revenu imposable de 130 000 €. Ce qui veut dire que vous voyez que sur les 220 000 € de travaux, bien entendu, ils ont fait une économie d'impôt à 41%, soit 90 200 €. Si vous êtes dans une tranche à 45, vous gagnerez 45% des 220 000, bien entendu. Je rappelle que là, en plus, les intérêts de prêt viendront en déduction chaque année des revenus globaux de l'investisseur. Donc, dans le montage, vous pourrez parfaitement commencer à rembourser des intérêts de prêt à la banque, puisque ces intérêts de prêt, non seulement les taux sont très favorables aujourd'hui, mais vous économiserez 41 ou 45% sur ces intérêts de prêt en déduction de vos revenus globaux. Voilà pour le monument historique. Quels sont les produits que nous sommes à même de vous proposer? Eh bien, on a le château de Pontchartrain dans les Yvelines, qui est tout près du bassin d'emploi de plaisir, bien entendu, avec un parc fabuleux. On est à 25 minutes de la porte de Saint-Cloud, patrimoine de prestige, parc boisé, avec 1 ou 2 parkings selon la taille des appartements. Voilà par la suite les réalisations qui vont être faites à l'intérieur. Vous voyez que ça va être des volumes relativement sympas, avec des appartements d'excellente qualité. Nous avons également un deuxième programme qui est à Melun, toujours dans la région parisienne. Particularité, 68 appartements du studio 4 pièces. Beaucoup de calme, de luminosité. Dans cet ensemble, nous avons effectivement la partie de droite de cet immeuble qui est la partie la plus ancienne et la partie de gauche qui a été créée par la suite, qui a été transformée en EHPAD. Donc au milieu, vous avez la chapelle et derrière ce bâtiment, il y a bien entendu aussi des jardins, mais également des potagers. Et nous sommes vraiment tout près du centre-ville. On est à 5 minutes à pied du centre-ville, on est tout près du marché, on est tout près des bus qui amènent
à la gare SNCF. Pour votre information, Melun est une ville très prisée, qui a beaucoup stagné et qui maintenant repart de plus belle. Pourquoi? Parce qu'on est à peine une demi-heure de Paris en train, 47 000 gens qui prennent le train chaque jour, donc vous voyez que c'est important, et la mairie est en train de rénover cette gare pour accueillir 30% supplémentaires de gens. Et il y a un programme de rénovation du centre-ville qui a été voté par la mairie. 11 millions d'euros ont été mis en place là pour ramener les gens au centre-ville. Melun est aussi la ville, vous le savez, des officiers de gendarmerie. La fac de droit d'Assas a une cellule à Melun. Pourquoi? Parce que le maire actuel n'est autre que l'ancien doyen de la faculté d'Assas de Paris. Voilà des exemples de rénovation de ces 10 appartements. Et on peut passer, si vous le souhaitez, sur quelques exemples de nos réalisations par le passé. On a fait un immeuble dans le Marais de 50 appartements, l'hôtel voisin. Vous voyez que sur la gauche, vous avez une grande verrière qui a été rajoutée parce que c'était une entreprise qui s'était installée là, qui faisait des bijoux et autres, qui après a fait des défilés de mode, j'en passais des meilleurs. Bien entendu, on a rasé tout ça pour reconstituer l'immeuble que vous avez en face de vous et l'extension qui a été transformée en loft et qui est une construction Eiffel, qui a été livrée en 2014. Voilà des exemples d'aménagement. Alors faites attention, souvent les investisseurs faisaient des lofts et faisaient un minimum d'aménagement, mais ont fait leur cuisine après. Donc, voilà. On a Montpellier, Croix d'Or, 12 appartements en plein centre de Montpellier. C'est vraiment un immeuble historique extraordinaire. Vous avez l'exemple de ce qui s'était passé sur la gauche, un immeuble qui a été bouché. Et vous voyez, on a restitué sur la droite la cour intérieure de manière à faire entrer à nouveau de la lumière dans ces bâtiments et ouvrir totalement ce bâtiment qui est un bâtiment exceptionnel, qui a été livré en 2016. Voilà des exemples d'intérieur. Nous avons refait à Nantes l'hôtel d'eau, qui est l'ancien quartier d'état-major, 40 appartements. Là, il a été réalisé en Malraux et monument historique parce que tout n'était pas classé, mais comme il était dans le secteur sauvegardé, on a refait l'intégralité de ce bâtiment selon les deux aspects Malraux et monument historique. Livré 2015. Alors, vous voyez deux photos très parlantes. Sur votre droite, avant travaux, sur votre gauche, après travaux. Non, c'est l'inverse, hein, rassurez-vous. Là, c'était une boutade, bien entendu. Voilà, sur la photo de gauche, comme on a trouvé les immeubles, on a dû le restaurer tel qu'il était dans l'état. Vous voyez les plafonds, le travail sur les murs, les halls d'entrée, etc. On retrouve de la tomate au sol, etc., des parquets, voilà. Très bel ensemble immobilier aussi, en plein centre de Nantes. À Nîmes, l'exemple d'un petit bâtiment, Maison Auguste, 15 appartements, Malo, qui a été livré il y a 2 ans, en 2018. Voilà une restauration pleine et totale d'un immeuble qui était là aussi assez esquinté et qu'on a remis au goût du jour. Voilà les intérieurs. Vous voyez, on retrouve à peu près très souvent les mêmes choses dans ces immeubles qui sont des 16e, 17e. Là, on n'est plus sur un 17e avec ses grandes portes, etc. Eh bien, voilà, j'en étais. Oui, pardon. Pardon, merci à tous les deux pour cette intervention. Je vous propose que l'on passe à la seconde partie de notre webinaire, qui est la partie questions-réponses, si ça vous convient. Une première question pour vous, Romain. Quelles considérations prendre en compte lors du choix d'un investissement entre de l'immobilier et des supports financiers?
À vrai dire, il n'y a pas de considération particulière. Je dirais que le choix s'inscrit dans la stratégie patrimoniale dont je parlais tout à l'heure. L'immobilier est partie intégrante des possibilités dans le cadre de la construction patrimoniale. Et à vrai dire, il s'agit de définir d'abord le besoin en termes de montant de l'investisseur, et puis au-delà de ça, de déterminer le montant de l'investissement et l'horizon de placement, l'horizon auquel le besoin est attendu, doit être rempli en tout cas. Et ensuite, on croise tout ça avec le rendement qui est déterminé. J'ajoute que les conseillers Alta Profit sont tout à fait disponibles pour réfléchir avec nos clients et les accompagner dans ces stratégies-là. Si je puis me permettre d'ajouter, non, c'est possible. Bien sûr. Je vais me permettre juste d'ajouter que les deux investissements peuvent être parfaitement complémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à investir au niveau financier sans aucun souci et dans le même temps emprunter pour investir et diminuer vos impôts, qu'ils soient déficit foncier ou vos impôts globaux. Donc là encore, je rejoins Romain, c'est une stratégie globale et il faut l'adapter à chaque cas de figure, à chaque patrimoine. Une seconde question. Peut-on louer son logement à un membre de sa famille et toujours bénéficier de la défiscalisation en loi monument historique? Alors, normalement, non. Je m'explique. Le monument historique a la seule obligation du monument historique, c'est d'être dans le patrimoine de l'investisseur pendant 15 ans. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, est-ce que je peux louer à un membre de ma famille? Fiscalement, moi qui suis juriste et fiscaliste aussi, j'aime pas trop, pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque les choses sont prévues pour être louées à un membre de la famille, la loi l'exprime très clairement. En matière de monument historique, il l'a pas exprimé comme ça, et ça peut être une remise en cause de la fiscalité. Voilà, donc j'aurais tendance à dire, je préfère jouer la prudence plutôt que de tenter le diable. Une question qui recoupe avec votre réponse, Patrice. Peut-on occuper un bien en monument historique? Oui, je peux occuper mon bien en monument historique, je vous ai dit tout à l'heure, si je le destine à la location, j'ai aucun souci, je déduirai 100% des travaux et intérêts de prêt. Si je l'occupe, je déduirai que 50% des travaux et intérêts de prêt de mon revenu global ou de mon revenu foncier. Particularité, juste la petite chose qui est importante, en monument historique, l'avantage est attaché à l'immeuble et non pas à l'investisseur. Je prends l'exemple d'un Pinel. Vous faites un Pinel, le Pinel, c'est le premier investisseur qui a droit à l'avantage fiscal. En monument historique, comme c'est attaché à l'immeuble, il y a reconduction automatique des avantages fiscaux pour ceux qui rachètent le bien après ou pour ceux qui veulent l'habiter après, selon les conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une autre question, doit-on respecter des plafonds de ressources ou de loyer avec le dispositif monument historique, d'ailleurs, comme c'est le cas, il me semble, dans le dispositif Pinel dont vous venez de parler? Normalement, non, mais il peut y avoir dans certains cas un accord dans le permis où on va vous demander de procéder à des loyers dits intermédiaires, mais ça se limite à ça. Mais en général, ils ne le font pas, puisque vous savez que dans ce cadre-là, on serait à même de demander des subventions. Comme vous savez que l'État, en ce moment, a beaucoup d'argent, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas le critère qu'ils vont utiliser. Ils préfèrent au contraire raisonner en loyer libre pour qu'il y ait un bon entretien de ces immeubles, qu'il n'y ait pas trop de va-et-vient et que les immeubles perdurent dans le temps. Une autre question, quand débute la défiscalisation monument historique? Pardon? À quel moment débute la défiscalisation monument historique? Elle commence au jour de l'acte authentique de l'achat du foncier en l'état. Et à la différence du Pinel, où vous savez que l'économie d'impôt commence à la livraison du bien, les deux dispositifs dont je vous ai parlé tout à l'heure commencent dès l'instant où, pendant la période de travaux, tous les travaux vont être déductibles. Et au moment où vous allez commencer à louer,
vous aurez fait l'intégralité de vos récupérations d'impôts sur les travaux. Il demeurera, bien entendu, l'économie d'impôts sur les charges chaque année et sur les intérêts des prêts. Une autre question, y a-t-il une limite dans le montant des travaux pouvant s'imputer au déficit foncier? Aucun. Je prends un exemple tout bête. Si vous achetez un bien qui a 500 000, 1 million d'euros de déficit foncier, ce million sera intégralement déductible des revenus de l'investisseur. Il n'y a aucun plafonnement. Ok, dans la même veine, est-on obligé de répartir le montant des travaux? Alors, deux choses. Si vous êtes en copropriété, il y a une possibilité d'appeler un peu plus de travaux d'une année sur l'autre. D'accord? Par contre, si vous achetez un immeuble entier tout seul, on revient à un schéma de déficit foncier classique. Si je suis en déficit foncier, hein. Si je suis en déficit foncier, ce sont les factures de l'année qui seront appelées. D'accord? Si je suis en monument historique, c'est un vieil arrêt du Conseil d'État de 2000. Ce sont les sommes appelées par le compte de l'AFUL ou de l'ASL qui valent défiscalisation. Une autre question, est-il possible d'acquérir un bien en monument historique en démembrement, indivision ou SCI? Alors, il y a des possibilités. Alors là encore, je vais faire mon vieux juriste dégueulasse. Là, par définition, je ne peux diviser une propriété que d'un bien que je possède. Alors, je peux faire acheter des choses, mais ça suppose que l'intégralité de l'immeuble soit vendue sous cette forme-là. D'accord. Une autre question, quel taux d'imposition pour se tourner vers ce type de bien? Alors, tout à l'heure, j'ai dit déficit foncier à partir de 30% de tranche d'impôt. Et si je suis sur les revenus globaux, j'aurais tendance à dire 41-45. Mais si je compare quelqu'un qui est dans une tranche à 30% même, qui peut économiser de l'impôt à 30%, 30%, est-ce qu'il peut faire du Pinel, de la loi Malraux, qui est dans cette tranche-là, ou un MH? Ben, il est mieux à faire un MH parce que les intérêts de prêt sont également déductibles aussi, et les charges. Et que l'immeuble, à la fin, sera un bien classé qui va perdurer et qui va passer dans le temps avec le même classement. Donc, ça sera facilement revendable. Et je dois vous dire que sur les investissements monuments historiques, nos investisseurs revendent très, très peu. Pourquoi? Parce qu'ils le donnent à leurs enfants du fait que l'intégralité des charges sera déductible également pour eux. D'ailleurs, une question en direct sur le dispositif Malraux. Avec un taux marginal d'imposition de 30%, ne faut-il pas mieux se tourner vers un dispositif Malraux? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malraux, je vais prendre un exemple. Hein. Si vous avez 50 000 euros de travaux en Malraux, vous ferez une économie d'impôt de 30%. D'accord? C'est-à-dire 15 000. OK? Je fais la même chose au monument historique. Vous êtes d'accord avec moi? Vous aurez la même économie d'impôt, 15 000. Mais par contre, vous aurez toutes les charges et intérêts de prêt, plus, je dis bien, le fait qu'en monument historique, eh bien, l'avantage va perdurer ad vitam. Donc, c'est un bien qui sera, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, soyons clairs, c'est beaucoup plus, le marché MH est très étroit par rapport au marché loi Malraux. Justement, on a une question sur la richesse de l'offre. L'offre de biens monuments historiques est-elle assez conséquente? Alors, je vous remercie de m'avoir posé cette question, parce qu'en disant assez conséquente, ça veut tout dire. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien. Quand on parle monument historique, très souvent, on a l'habitude de parler d'immeubles du 14, 15, 16e, 17e siècle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits dans les années 1900, premier immeuble en béton, des tas de choses comme ça. Eh bien, il y a beaucoup d'usines aujourd'hui qui ont été faites au 19e et qui sont classées monuments historiques parce que c'est un patrimoine industriel très riche. Et donc, l'État entend les conserver en tant que tels et il faut refaire l'intégralité des travaux à l'intérieur et le destiner à l'habitation. Donc, ça peut devenir riche, mais tout n'est pas déductible non plus. Hein. Vous avez, par exemple, pour être monument historique, il faut être classé toiture, façade. Si j'ai que ma façade classée, la toiture ne l'étant pas, je ne pourrai déduire que la cote par travaux liée à la façade.
Une autre question dans la même teneur. Qui classe les biens comme étant des monuments historiques? Pardon? Qui classe Qui les classe? biens comme Alors, étant des monuments historiques? deux choses. Vous avez des biens qui sont classés monuments historiques. Il y a des biens qui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc, vous avez la liaison des classements qui sont proposés par le ministère de la Culture, bien entendu, cautionnés par le ministère du Budget. Vous savez qu'il y a toujours une notion d'argent maintenant. Et parfois, vous avez régionalement le préfet qui a parfaitement le droit de proposer des choses. Et donc, vous pouvez avoir des biens monuments historiques. Par contre, la procédure peut être assez longue en classement. Une question oui. Maintenant sur le déficit foncier. Donc, vous nous avez parlé tout à l'heure de comment déterminer le déficit foncier dans vos opérations. Maintenant, comment le reporter sur la déclaration? Proposez-vous une assistance à la déclaration d'impôt? Si oui, est-ce la première année ou tout au long de l'opération? Alors, dans notre groupe, lorsque nos clients investissent avec nous, ils ont un suivi fiscal et comptable de l'opération pendant toute la période de travaux, bien entendu, puisque c'est la période la plus délicate. Donc, chaque année, ils vont recevoir un document dans lequel on va leur préciser quelles sommes ils vont déduire, dans quelles colonnes ils peuvent les déduire et quand ils peuvent les déduire. Après, une fois qu'on arrive dans la période dite de gestion, en fait, vous vous retrouvez dans une déclaration 2044 classique, c'est-à-dire que vous avez des charges, là vous n'avez plus que des charges relatives à la gestion du bien et aux intérêts de prêt et des loyers encaissés. Et in fine, où vous constatez un déficit reportable, vous constatez un bénéfice et auquel cas vous serez taxé. Vous voyez ? Y a-t-il un engagement de location pour les locataires qui sont dans qui louent en fait un dispositif monument historique? Et si le locataire donne son congé, qui s'occupe de le reloger? Alors, deux choses. Lorsqu'on a ce type de bien, en général, il n'y a personne à l'intérieur déjà. Donc, on refait l'intégralité des travaux et vous avez des appartements, je vais prendre des cas particuliers, mais je vais prendre Pontchartrain où il y a des choses classées, par exemple. Et si vous avez un intérieur classé, il est évident que le locataire qui va rentrer dedans, il va y avoir des contraintes très concrètes, c'est-à-dire hors de question qu'il pose sa cuisine lui-même, hors de question qu'il aménage ses salles de bain lui-même, tout sera pris en compte dans le cadre des travaux et l'aménagement de l'appartement sera complet avec des contraintes, bien entendu, très draconiennes le jour où il va partir. Parce que s'il a esquinté une partie classée, c'est lui qui va devoir payer. Mais en général, ça se passe très très bien parce que les gens qui rentrent dans de tels appartements sont d'abord très fiers d'être là-dedans et il y a un respect profond du patrimoine. Une question maintenant sur le dispositif Malraux. Dans la loi Malraux, on bénéficie d'une réduction d'impôt. Est-ce que l'on peut cumuler du déficit foncier avec la loi Malraux? Alors, deux choses. D'abord, la règle en fiscalité est une règle de non-cumul des avantages pour le même appartement. Alors, je prends un exemple. Je ne pourrais pas faire, imaginez que je sois dans un secteur sauvegardé, et que j'ai un bien classé monument historique à l'intérieur de ce secteur sauvegardé, je ne pourrais pas cumuler les avantages Malraux et MH sur le même bien. Par contre, le déficit foncier, c'est pas un élément, le déficit foncier n'est pas un élément qui est lié à la politique de travaux de départ de l'immeuble. Le résultat du déficit foncier, c'est une gestion entre les loyers encaissés et les charges du dit bien. C'est-à-dire que j'ai fait des travaux en amont qui étaient Malraux ou MH, peu importe, avec des contraintes particulières. L'État accordait les avantages fiscaux pour ça. Après, je passe en régime classique, je loue le bien, et bien là, je vais me retrouver uniquement dans un cadre de foncier classique. D'accord? Et je peux continuer à gérer mon bien et à bénéficier de déduction de mes bénéfices fonciers, ou au contraire, je peux être imposé sur ces 10 bénéfices si je n'ai pas assez de charges.
Une autre question sur Malraux. Est-ce que les charges dans le cadre d'un dispositif Malraux sont élevées? Alors, on parle de Malraux, de charges, c'est-à-dire? J'ai pas plus de précision. Non, vous parlez de monuments historiques, non? Non, de Malraux. Est-ce que dans Malraux, les charges sont... Alors là, soyons clairs, hein, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et après, c'est les charges de la copropriété qui vont être importantes. Si vous avez 12 ascenseurs dans le dit immeuble ou si vous n'en avez pas, si vous avez 3000 m² de terrain, de jardin et autres, bien entendu que l'entretien va coûter cher. Si vous n'avez pas tout ça, vous allez rentrer dans un schéma classique de gestion du bien et donc, ça ne sera pas plus élevé que la moyenne. Hein. Là, une question à la fois sur Malraux et monuments historiques. Est-ce que les prix des biens sont équivalents à celui du marché de l'ancien et du neuf? Alors, deux choses. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez vu dans le deuxième slide que je vous ai présenté après le groupe, il y avait un achat de foncier, plus des travaux et une location. D'accord? Alors, le prix du foncier, vous allez voir qu'on vend systématiquement ce prix de foncier au prix du marché à plus de 10 ans dans la ville. On est parfaitement raccord avec les prix de marché. Après, il y a les travaux. C'est ce qui renchérit effectivement le prix au mètre carré. Mais en même temps, ce n'est pas ce que ça renchérit, mais que vous allez restaurer dignement ce bien, que vous bénéficiez d'avantages fiscaux relativement importants. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'après des économies d'impôts faites, vous êtes dans le cadre d'un bien qui est dans le prix de marché d'un œuvre grand standing dans la ville. Or, en général, tous ces immeubles sont en plein centre-ville. Étant en plein centre-ville, il y a rarement dans les zones classées d'immeubles neufs compatibles. Donc, les immeubles neufs sont plutôt à l'extérieur. Et je vous rappelle le deuxième point, c'est que l'avantage en monument historique, il perdure dans l'immeuble. Une autre question, les investissements monuments historiques et Malraux rentrent-ils dans l'IFI? Donc, oui, bien sûr. Alors, tout achat de biens rentre dans l'IFI. La seule chose qui va faire en sorte que ça n'entrera pas, c'est que le bien que vous rajoutez, vous allez avoir un prêt en face. Si vous avez un prêt du même montant que votre actif, par définition, il ne va pas rentrer, il va pas charger l'IFI que vous avez aujourd'hui. Enfin, alors, c'est là où, effectivement, il y a des montages, et c'est là tout à l'heure que j'évoquais le montage financier avec Romain, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui peut monter un crédit in fine sur un bien pour avoir des charges étales pendant toute la durée, c'est génial. Et c'est là où la force de nos deux groupes, c'est de travailler ensemble pour affiner l'aspect IMO, mais affiner aussi l'aspect financier et fiscal de l'investisseur. Absolument. Une dernière question qui parle à la fois des dispositifs Malraux et monuments historiques. Notre internaute nous demande quel est le meilleur dispositif des deux? Les deux sont bons, mon capitaine. Encore une fois, je sais pas. Vous voyez, prenons le cas de monsieur client et analysons ce qui va être bien pour lui. Vous savez, le pire dans ces trucs-là, très souvent, là où on a le plus de mal, c'est l'investisseur qui va jouer au golf avec un de ses copains le dimanche, qui lui dit « Moi, j'ai fait un monument historique, c'est génial, j'ai économisé tant d'impôts. » L'autre veut la même chose, manque de peau, il n'a pas le même patrimoine, il n'a pas les mêmes engagements, il n'a pas les mêmes attentes, et il n'a peut-être pas forcément le même âge. Et donc, là encore, c'est du sur-mesure. Donc, il n'y a pas de meilleur produit. En fait, j'aurais tendance à dire que à égal produit, ça peut devenir un calvaire pour l'un et une bénédiction pour l'autre.